Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour une deuxième leçon du cours Le droit international des régions. Alors la leçon de ce matin est intitulée « Adopter du droit international universel dans un plurivers de civilisation, le rôle de la concertation intra- et interrégionale ». Alors pour mémoire, à l'image de son titre « Le droit international des régions », la structure du cours, je l'ai dit la semaine dernière, est à double entrée, à la fois juridique dans un premier temps et puis institutionnelle dans un deuxième temps. Donc après la leçon introductive de la semaine dernière, j'aimerais dans la première partie du cours, c'est-à-dire aujourd'hui et la semaine prochaine, traiter du droit international que les régions, par leurs institutions, contribuent à adopter ou interpréter pour les peuples de ces régions, en faisant ce qu'on peut appeler du droit international régional, avant de traiter dans une deuxième partie du cours du droit international des régions stricto sensu, c'est-à-dire du droit international qui institue et ordonne les régions sous différentes formes. Alors la leçon de ce matin est la première de deux leçons dans cette première partie du cours consacrée au droit international régional. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous présenter la manière dont le droit international universel, c'est-à-dire celui qui prétend à s'appliquer à tous les peuples du monde, peut être adopté à l'avenir, et la manière dont ses sources, c'est-à-dire les procédures d'adoption de ce droit international universel, peuvent être revisitées de manière à prendre en compte les pratiques régionales du droit international dans toute leur diversité et prétendre peut-être ainsi à la justification universelle de son autorité. La semaine prochaine, dans la troisième leçon, nous traiterons d'un régime spécifique de droit international universel, celui du droit international des droits de l'homme, parce que, comme je vous l'expliquerai, les rapports entre droit universel et droit régional sont différents dans ce régime, ou en tout cas présentent des caractéristiques spécifiques qui sont très intéressantes. Alors, voici d'abord quelques mots d'introduction sur le thème d'aujourd'hui, avant de vous présenter le menu. Alors, ce matin, je vous l'ai dit, j'aimerais traiter de la manière dont nous devrions, à l'avenir, adopter le droit international universel pour que sa prétention à une autorité universelle puisse être justifiée. Justification qui, à mon avis, et je ne suis pas la seule à le penser, lui manque encore souvent, cruellement. Alors, cette quête d'une légitimité universelle du droit international universel, et je l'ai expliqué la semaine dernière, le premier enjeu du droit international des régions, et c'est pour ça que je commence par là. Il s'agit en effet de résoudre la tension entre l'universalité que réclame le droit universel, le droit international universel en se prétendant universel, et son universalisme qu'on peut appeler ordinaire ou par défaut. C'est une tension que vous connaissez bien et que vous rencontrez chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous lui dites le droit international universel, ceci, cela, il vous dira mais est-ce que le droit international est vraiment universel? Alors il prétend l'être, mais est-il justifié dans cette prétention? Donc c'est cette tension que j'aimerais dissiper, et pour la dissiper, ou en tout cas pour travailler à la dissiper, eh bien, il faut revisiter ce qu'on appelle dans le jargon du droit international les sources du droit international, c'est-à-dire les règles secondaires relatives aux procédures et aux institutions par lesquels le droit international est adopté. Et ce, de manière à ce que l'autorité universelle qui est réclamée de iure par le droit international puisse correspondre à une justification morale universelle de cette autorité. Puisse, parce qu'on y travaille et que ça n'est jamais garanti. Alors, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, cette justification morale universelle de l'autorité du droit international universel doit être donnée sur deux plans. Elle doit être donnée d'abord sur le plan du contenu, un contenu qui doit être suffisamment pluraliste pour s'accorder avec le pluralisme moral, culturel et juridique qui caractérise les sociétés humaines. Et il doit être ensuite, cette justification doit ensuite être universelle sur le plan de la procédure, c'est-à-dire que la procédure d'adoption de ce droit universel doit être suffisamment égalitaire et démocratique, et donc en particulier suffisamment représentative et délibérative. En effet, je l'ai expliqué la semaine dernière, à l'échelle universelle qui est celle du droit international, le pluralisme tant moral que culturel
et les désaccords raisonnables que ce pluralisme va susciter entre États et régions, ou au sein de chacun de ces États et de chacune de ces régions, rendent le respect de l'égalité de souveraineté et donc d'autodétermination des peuples dans l'adoption et l'interprétation du droit international encore plus important pour sa légitimité qu'en droit interne. Par conséquent, l'autorité universelle à laquelle prétend le droit international ne peut être justifiée moralement que si non seulement les raisons morales d'agir que donne le droit international s'alignent avec la pluralité des raisons applicables aux peuples du monde dans leur contexte national et régional d'une part, mais aussi si ces raisons sont identifiées par des procédures et institutions internationales qui respectent l'égale autonomie de chaque peuple, de les déterminer collectivement avec d'autres, et dès lors par des procédures et institutions internationales qui soient démocratiques, d'autre part. Alors en l'occurrence, il me semble précisément que la régionalité du droit international et des institutions internationales, telle que je l'ai décrite et présentée la semaine dernière, permet d'aborder la question de la justification universelle de l'autorité du droit international positivement, par le bas, plutôt négativement et par le haut, en opposition à l'universalité. Elle permet de mieux prendre en compte la diversité des contextes régionaux dans lesquels le droit international est constamment adopté et interprété, et dès lors d'aborder la question de l'autorité du droit international comparé, en l'occurrence du droit interrégional comparé, sous un jour nouveau. Et cela vaut aussi pour le droit international des institutions internationales, qui doit être interprété et développé à l'avenir de manière comparative comme un droit interrégional comparé des institutions, s'il souhaite saisir toute la diversité institutionnelle des ordres régionaux et de leurs pratiques juridiques, plutôt que sur la base du droit institutionnel de quelques organisations européennes qui, aujourd'hui encore, inspirent et constituent le cœur de ce qu'on appelle le droit international institutionnel. Et Alison Duxbury, dans son article que j'ai déjà cité la semaine dernière, appelle exactement à cette idée d'un droit interrégional comparé des institutions. Alors mon argument ce matin se dépliera en 4 temps qui constitueront autant de parties de la leçon. Premièrement, je reviendrai sur l'approche traditionnelle, régionaliste, du droit international régional, qui réduit ce droit à une forme de droit international spécial et qui ensuite traite de ce droit régional comme d'une forme de droit spécial. Après avoir rejeté négativement cet argument à mon avis réductionniste, j'expliquerai deuxièmement, et beaucoup plus positivement cette fois-ci, comment les régions doivent en outre, en plus, être considérées dans la pratique du droit international par les peuples du monde comme les correspondants institutionnels des civilisations, y compris des cultures juridiques mondiales. Dans une troisième partie, je tirerai de ce deuxième argument différentes propositions quant aux sources du droit international universel qui permettraient d'assurer la concertation d'abord intra-régionale, puis interrégionale, une concertation que j'estime nécessaire à la représentation égalitaire des multiples civilisations du droit international. Enfin et quatrièmement, j'explorerai les limites de cette concertation intra- et interrégionale, limites qui me permettront d'annoncer par la même occasion la feuille de route de la deuxième partie du cours. Alors, 2 délimitations s'imposent quant à ce qui sera couvert dans la leçon de ce matin. 1h30, c'est peu, vous le savez, c'est déjà très dense, et donc nous ne pourrons pas tout couvrir. Alors, la première délimitation, c'est que dans la mesure où certaines de ces questions seront traitées spécifiquement en séminaire, en lien avec la procédure de codification et de développement du droit international universel par la Commission de droit international et de son interprétation par la Cour internationale de justice, je ne traiterai que très peu de ces institutions dans ce cours, ou seulement de manière très générale, et je vous renvoie au séminaire, notamment à celui de cet après-midi, pour une discussion. Deuxième délimitation, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est important de le dire parce que le droit international va mal, et il a évidemment mal ailleurs qu'à ces régions. Donc l'argument que je vais vous présenter dans cette leçon ne préjuge en rien des autres réformes qui sont nécessaires au sein des sources
du droit international universel. Il est important en effet de mieux prendre en compte non seulement les pratiques régionales, ce sera mon objet, mais aussi les pratiques instituées des peuples du monde, même lorsque ces pratiques ne sont pas étatiques. Donc il y a beaucoup d'autres pratiques que l'on pourrait intégrer dans les règles secondaires de l'adoption du droit international universel. Enfin, avant de commencer, quelques rappels sur les termes utilisés dans ce cours, puisque je vous avais dit la semaine dernière qu'il y a de nombreux flottements dans la littérature juridique et que les uns et les autres ne veulent pas dire la même chose lorsqu'ils utilisent ces différents termes. Et donc, je vais vous donner quelques rappels sur les concepts de droit international régional et d'institutions régionales que j'utiliserai ici. Alors, en droit international, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, ce qui est régional prend deux formes distinctes. Et je l'ai déjà rappelé en ouverture tout à l'heure. Les bis repetita plaquettes. Le droit international régional, tout d'abord, c'est-à-dire un droit international qui est d'origine et d'application régionale, qui spécifie, complète ou déroge au droit international universel, mais qui plus généralement contribue à son adoption et l'interprète constamment dans un contexte régional. Mais le droit international régional, c'est aussi des institutions régionales qui adoptent et interprètent le droit international régional, comme les groupes régionaux ou commissions régionales au sein d'organisations universelles, les tribunaux régionaux, les commissions de codification régionale ou encore les organisations régionales, bien sûr. Alors ces deux dimensions du droit international des régions sont les deux faces d'une même pièce. C'est parce que le droit international institue des régions et les autorise qu'elles peuvent contribuer en retour à l'adoption de droit international par leurs procédures et leurs institutions. Et vice-versa. C'est parce que les régions, ces ordres régionaux, contribuent à l'adoption du droit international régional par leurs procédures et leurs institutions que ces ordres régionaux sont institués juridiquement par le droit international. Alors c'est une évidence pour les juristes spécialistes de l'Union européenne, où nous voyons bien que le droit régional de l'Union européenne est aussi bien le droit international matériel qu'adopte et interprète l'Union européenne, et qui va s'appliquer à ses États membres ou en dehors de l'Union, dans ses relations internationales, que le droit international institutionnel de l'Union, qui institue l'Union pour lui permettre de produire ce droit en retour. Mais cette évidence pour les juristes européanistes, c'est quelque chose que par aveuglement eurocentrique, beaucoup de juristes décident de ne plus voir pour d'autres régions. Ils réservent alors le terme droit international régional à un droit international sans institution, ce fameux droit international spécial dont nous allons parler tout à l'heure. Et ils réservent le terme institution régionale à des institutions sans impact sur le droit international, ou du moins à des institutions qui n'auraient pas d'origine en droit international. Et je vous avais déjà fait part de ce souci qui figure très bien dans l'article de ma collègue Anne Hofeld de 2021, dans lequel elle dénonce cette ajuridicité, si vous voulez, du traitement des institutions régionales. Et c'est précisément du fait de ce lien très intense entre droit régional et institutions régionales que je viens de vous rappeler, que je pense que la notion d'approche régionale du droit international, qui est beaucoup utilisée dans la littérature, est trop modeste. Elle assimile en effet le droit international régional à une approche du droit international comme les autres. Finalement, l'approche régionale du droit international, ce ne serait guère plus qu'une approche féministe ou une approche Twale du droit international. Alors que ce qui fait l'intérêt des approches régionales tient à ce que ce sont celles d'institutions d'une région et qu'elles contribuent en tant qu'approche institutionnelle autorisée par les peuples de cette région qui constituent ces ordres régionaux à la pratique et donc au développement du droit international dans leur région. En somme, une approche régionale du droit international, parce qu'elle est le fait d'institutions de droit, constitue du droit international régional. Et le droit international régional fait partie intégrante du droit international, comme l'a très justement rappelé Maurice Kamto dans cet extrait de l'un de ses rapports à la Commission du droit international. Je pense que tout est dit dans cette phrase extrêmement simple qui déclare une évidence pour lui et pour tant de juristes spécialistes du droit international régional et qui n'est simplement plus vue par eurocentrisme par les autres.
Alors ceci m'amène à mon premier point de ce matin, un point qui concerne une autre manière qu'ont certains juristes d'écarter, ou du moins de réduire la pertinence du droit international régional, même lorsqu'il est abordé en tant que forme de droit à part entière. Le droit international régional, bien plus que du droit international spécial. Alors la semaine dernière, j'ai traité de l'objection eurocentrique selon laquelle le droit international régional, sous-entendu celui des autres régions du monde dont le droit n'est pas devenu universel, ne serait qu'un fait historique et manquerait de pertinence juridique propre aujourd'hui. Je vous avais dit que c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans cet article de Mathias Forteau que nous écouterons cet après-midi. J'ai ensuite écarté une variante encore plus problématique de cette objection, selon laquelle le droit international régional ne soulèverait pas de questions distinctes de celles de tout autre type de droit international spécial. Et j'aimerais revenir maintenant sur cette deuxième objection pour y répondre en profondeur. C'est en effet une objection tenace qui est devenue orthodoxe à la pertinence du droit international régional, orthodoxe depuis qu'elle a été présentée dans le rapport sur la fragmentation du droit international de la Commission du droit international de 2006, rapport pourtant rédigé par Martti Koskoniemi, un juriste international critique. Cette objection s'étend, vous le voyez dans la deuxième partie du bas de l'extrait, aux organisations internationales régionales elles-mêmes. Ces dernières, en effet, d'après ce rapport, ne se distingueraient pas juridiquement d'organisations internationales spéciales qui excluent certains États membres pour des raisons fonctionnelles. Alors, en réponse à cette objection, j'ai commencé par expliquer, la semaine dernière, qu'il était important de ne pas confondre l'universalité du droit international avec trois autres dimensions du droit international et de ne pas ensuite réduire de haut en bas et négativement la régionalité du droit international à des dimensions de l'anti-universalité. Pour mémoire, en effet, avant cela, j'avais distingué la régionalité de l'universalité du droit international tout simplement en fonction de l'origine et du champ d'application territorial du droit international et donc de son autorité, qui s'exercerait lorsqu'il est universel sur tous les peuples du monde et lorsqu'il est régional sur ceux d'une région seulement. Mais j'ai dénombré au moins trois autres binômes dans l'opposition universelle ou non universelle, et donc dans l'opposition entre universel et régional. Premièrement, l'universel au sens de droit international général, qui est opposé au droit spécial ou particulier. L'universel au sens de droit international unitaire, qui est opposé au droit plural ou fragmenté. Et l'universel au sens du droit international abstrait, qui est opposé au droit concret. Une fois que ces trois nouveaux binômes d'opposition ont été constitués, la difficulté provient de l'assimilation très rapide du droit international régional à l'antidroit international universel, ce dernier étant défini comme un droit général, unitaire ou abstrait, alors que le droit régional est réduit à du droit international spécial, fragmenté ou concret. Donc c'est cette absurdité du binôme et de cette opposition constante dans ce binôme et la multiplicité des sens que prend l'universel dans le binôme qui va ensuite réduire le droit régional à du droit spécial, fragmenté ou concret. Et ce, alors qu'il peut très bien y avoir, nous le savons, du droit international régional général dans son champ d'application personnel. Pensez aux droits de l'homme, dans le droit régional des droits de l'homme. Il peut y avoir du droit international régional unitaire dans ce qu'il exige. Pensez au droit régional sécuritaire. Ou du droit régional abstrait, dont les obligations doivent ensuite être concrétisées au niveau national, par exemple le droit régional de l'environnement. Surtout, le droit international universel lui-même n'est pas un ordre juridique unitaire, ni par ses sources, qui sont non hiérarchisées, ni par ses normes à force multiples. C'est un ordre juridique pluraliste. Le droit international universel peut aussi comprendre des obligations concrètes qui ne laissent aucune marge nationale à la concrétisation en contexte, comme c'est le cas en droit international du commerce. Enfin, le droit international universel peut aussi comprendre des obligations spéciales qui ne s'appliquent qu'à certaines personnes ou institutions en particulier, comme certaines obligations
en droit international des droits de l'homme. Dans tous les cas, la généralité du droit international universel est elle-même polysémique, ce qui n'arrange véritablement rien à la clarté de l'opposition entre universalité et régionalité lorsque le droit international universel est compris comme du droit international général et vice-versa. En effet, comme je l'ai indiqué la semaine dernière, la généralité du droit international peut désigner au moins trois choses. La généralité du contenu d'une norme, par opposition à son contenu spécial, ce qu'on appelle une lex specialis. La généralité du champ d'application personnel d'une norme, d'un régime ou encore d'une source, par opposition à sa spécialité, ce qu'on appelle le droit international général stricto sensu. Et enfin, la généralité des règles secondaires, soit celles qui font du droit international un système juridique, comme les règles sur les sources, la responsabilité ou le règlement des différends, par opposition aux règles primaires, c'est ce qu'on appelle les règles générales du droit international. Alors la difficulté de cette polysémie de l'universalité en tant qu'elle est comprise comme la généralité du droit international tient à ce que lorsque la régionalité est opposée à cette universalité-généralité et devient ce qui est appelé à tort, je l'ai dit, le régionalisme, eh bien le droit international régional n'est pas nécessairement spécial dans ces trois sens. Il peut bien entendu l'être, comme lorsqu'il spécifie le contenu d'une obligation générale, voire y prévoit une exception, lorsqu'il en limite le champ d'application personnel, ou encore lorsqu'il suit des règles secondaires propres en matière de droit des traités ou de responsabilité internationale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est en tout cas pas une nécessité conceptuelle liée à sa qualité régionale. Le droit international régional peut avoir le même contenu que le droit international universel. Il peut ne pas en limiter le champ d'application personnel, et il peut adopter les mêmes règles secondaires que le droit international universel. Pensez par exemple aux sources qui sont considérées comme des sources de droit international général, et notamment à la coutume ou aux principes généraux. Les sources du droit international régional, comme les sources du droit de l'Union européenne ou de l'Union africaine, comprennent aussi bien des traités régionaux que de la coutume régionale et des principes généraux régionaux. Et pourtant, même dans ces cas-là, le droit de l'Union européenne ou de l'Union africaine demeure du droit international régional adopté et interprété par des institutions régionales. Mieux vaut dès lors ne pas confondre la généralité de certaines sources de droit international avec leur universalité. J'y reviendrai dans ma troisième partie. Surtout, ce qui fait la régionalité, donc la particularité du droit international régional, est à trouver ailleurs et ne devrait donc pas être réduit à sa spécialité par rapport au droit international universel, compris comme général. Et ce pour trois raisons au moins. Premièrement, le fait que le droit international régional puisse parfois être considéré comme spécial à tous les titres définis à l'instant signale sa spécialité effectivement très spéciale. Dans certains cas, en effet, c'est sa caractéristique que de viser à la fois à spécifier le contenu, le champ d'application personnel et les règles secondaires du droit international universel. Aucun autre régime spécial de droit international universel ne peut entretenir un si grand degré de spécialité à ma connaissance. Et cela suffit à en faire du droit international spécial très spécial, qui mérite dès lors d'être traité différemment du reste du droit international spécial. Deuxièmement, et c'est lié, le droit international régional et les organisations internationales régionales utilisent de plus en plus le droit international pour le remplacer dans les relations internationales régionales, voire au-delà, en ce qui concerne les relations internationales, soit de l'organisation régionale, soit au moins de ses États membres. L'exemple, bien entendu, c'est l'Union européenne et son système de règles secondaires autonomes, par exemple en droit des traités avec les clauses de déconnexion ou en droit international de la responsabilité avec une attribution sur compétence plutôt qu'organique. Et j'y consacrerai l'entier de la leçon 5. Mais l'Union européenne n'est pas la seule organisation régionale à être autonome de cette manière-là aujourd'hui. Enfin, troisième raison, ce qui explique les différentes formes d'institutions régionales et de droits internationaux régionaux, et notamment leur généralisation à tous les domaines du droit national et international, ne peut pas simplement tenir au contenu fonctionnel, par exemple économique ou sécuritaire, de ces institutions et de ce droit. Bien au contraire, ce qui explique la généralité, la transversalité
des matières de droit international qui sont traitées par les régions et l'autonomie des régions dans ce traitement. C'est bien la nature politique de ces droits et institutions, ou plus exactement, je l'ai dit, leur nature géopolitique, parce que tant territoriale que culturelle. C'est en effet ce lien géopolitique entre les peuples réinstitués en région qui permet d'investir leurs institutions régionales de l'autorité nécessaire à adopter du droit pour eux. En somme, le droit et les institutions régionales sont un caillou dans la chaussure des théories fonctionnalistes du droit international et de ses institutions. Elles sont un caillou dans la chaussure des théories qui réduisent le politique à l'État et qui rapportent toute autre organisation internationale, toute autre forme d'ordre international, à un simple instrument de mise en œuvre des fonctions étatiques. Ce sera le thème de la 4e leçon. La preuve en soit d'ailleurs que les rapports entre droit international universel et droit international régional sont aménagés très différemment en pratique des rapports entre régimes généraux et régimes spéciaux de droit international universel. Et ce tant du point de vue des sources du droit international universel, c'est mon thème aujourd'hui, que du règlement d'éventuels conflits normatifs, qui sera mon thème dans la 2e partie du cours dans quelques semaines. D'une part, le droit international régional est souvent reconnu, je l'ai dit, comme faisant partie intégrante du droit international. Et je vous rappelle l'extrait ici de Maurice Kamto. Il fait donc bien davantage que spécifier, contextualiser le droit international universel dans sa mise en œuvre, de le compléter lorsqu'il est général ou lacunaire, ou encore d'y prévoir des exceptions ou des déviations. En effet, que le droit international régional fasse tout cela ou qu'il ne le fasse pas, il est, comme le droit national, un droit de pratique du droit international universel dans le contexte politique régional. Et à ce titre, le droit international régional assure une interprétation et un développement constant du droit international universel par et pour les peuples de ces régions. Il devrait être, à mon avis, dès lors, reconnu comme tel et figurer au rang de ses sources coutumières, au même titre que la jurisprudence des tribunaux nationaux, à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, ou au même titre que la pratique subséquente des États, à l'article 31.3, lettre B, de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'était d'ailleurs l'une des propositions qui avait été faite par la région latino-américaine au moment de la négociation de la Charte des Nations Unies en 1944, une proposition qui était d'introduire le droit régional au sein des sources du droit international universel, proposition qui n'a pas été retenue, puisque vous voyez, si vous lisez rapidement l'article 38, vous ne verrez que des références au droit national, ou alors aucune référence au droit régional. Et cela devrait valoir, à mon avis, aussi pour le droit qui institue les organisations internationales régionales. Alors c'est très clair en droit de l'Union, où le droit institutionnel de l'Union est considéré comme partie intégrante, je l'ai dit tout à l'heure, de la pratique du droit international des institutions. C'est comme ça que les institutions de l'Union se pensent. Quant à l'objection selon laquelle aucune autre organisation régionale n'aurait la compétence d'adopter du droit de façon autonome et que l'Union serait sui generis, elle est non seulement erronée, comme on peut le voir avec l'Union africaine, mais surtout cette objection, de nouveau, est eurocentrique quant à la définition même de l'autonomie, quant à la définition même du droit, qui est réduit à du droit formel et à un ensemble de règles formelles. Et Alison Duxbury, de nouveau, nous le rappelle très bien, à mon avis, lorsqu'elle finit son article en faisant référence aux autres formes que prend le droit dans la région asiatique, asiatique en général, ou Asie du Sud-Est. Et regardez notamment la dernière phrase qui est très belle et qui fait référence à d'autres manières peut-être de faire du droit dans la région d'Asie-Pacifique. Dans tous les cas, quoi que vous reteniez de cet argument, même lorsqu'une organisation internationale régionale n'a pas de compétence d'adopter du droit international de façon autonome,
elle applique toujours nécessairement le droit international universel dans ses rapports internes à ses États membres ou entre ses États membres, voire dans ses rapports externes à des États tiers ou à d'autres organisations régionales. À ce titre, une organisation régionale interprète toujours ce droit et le développe, comme le feraient des institutions étatiques, qui, elles non plus, après tout, n'ont pas stricto sensu de compétence d'adopter du droit international, mais qui pourtant sont amenées constamment à interpréter ce droit international universel et à le développer en l'appliquant. D'où d'ailleurs, je l'ai déjà dit, le fait que la pratique nationale du droit international universel soit prise en compte dans la détermination de la coutume universelle et des principes généraux universels, et que cette pratique nationale du droit universel soit donc intégrée, sans que ça gêne personne, à ces deux sources du droit international universel. Il s'agira donc, dans le reste de cette leçon, d'examiner comment réformer les règles secondaires du droit international relatives à ces sources pour y incorporer cette nécessaire dimension régionale du droit international universel. Mais la deuxième dimension des rapports entre droit universel et droit régional, qui montre que le droit régional n'est finalement pas un droit spécial comme un autre, c'est la question du règlement des conflits entre droit international universel et régional. Ce qu'on observe en pratique, c'est que différentes formes de subsidiarité matérielle se sont développées, qui sont spécifiques aux droits et aux institutions régionaux. Toutes ces formes de subsidiarité reflètent la légitimité tant épistémique que politique supérieure du droit international régional et de ses institutions. Il ne s'agit pas de simples règles de conflit normatif, comme le principe de la lex specialis ou le principe de l'intégration normative de l'article 31.3, lettre C de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne s'agit pas non plus de hiérarchie normative formelle ou matérielle entre régimes fonctionnels de droit international universel, comme la priorité du jus cogens ou de la Charte des Nations Unies en vertu de l'article 103. Et ce sera l'objet de la troisième et de la cinquième leçon que de traiter de ces modalités particulières de règlement des conflits entre droits régionaux et droits universels. En somme, et pour conclure cette première partie de la leçon, le droit international régional peut parfois être catégorisé comme du droit international spécial. C'est vrai, mais cela n'épuise pas sa pertinence en droit international. C'est ce qui explique que dans la leçon d'aujourd'hui, il ne s'agira pas de nous étendre sur le régime applicable à la fragmentation du droit international et sur l'exceptionnalisme du droit international régional. C'est une question qui est largement traitée en doctrine, mais qui ne capture pas la spécialité de la spécialité du droit international régional. Il s'agira bien plutôt d'examiner ce que le droit international régional fait et doit faire aux sources du droit international universel lui-même. Et ceci m'amène donc à mon deuxième point ce matin, un argument cette fois-ci non pas négatif, de rejet de ces objections à la pertinence juridique du droit régional, mais un argument positif sur ce qu'est le droit international régional. Et cette deuxième étape de mon argument de ce matin implique de faire un petit détour qui réjouira ceux qui n'ont pas tellement le goût de la technique juridique, ce que j'ai fait dans cette première partie, mais qui ont le goût peut-être des choses plus culturelles en droit. Eh bien, cette deuxième partie de mon argument implique de faire un détour par ces choses culturelles en droit, puisque je vais faire un détour par la place des civilisations en droit international, pour pouvoir ensuite mieux revenir au droit international, régional, dans ma troisième et quatrième partie. Deuxième point, donc, les droits internationaux régionaux, droit civilisation. Pour bien saisir le rapport que je vais faire ici entre le droit international régional et la justification de l'autorité universelle du droit international, il faut vous faire saisir trois choses. Premièrement, le lien entre civilisation et droit international, ce sera mon premier point. Deuxièmement, la tension entre cette universalité du droit international et le plurivers de civilisation. Et troisièmement, le rôle que peut jouer la concertation intra- et interrégionale pour concerter les civilisations et réuniversaliser le droit international à l'avenir. Alors la civilisation
est abordé ici de manière très large. J'y reviendrai bien sûr, mais pour l'instant, sachez que c'est conçu de manière très large, je l'espère assez consensuelle, comme ce qui rassemble des peuples divers en une continuité culturelle à travers le temps et l'espace. Elle implique 3 éléments, une dimension collective et sociale, qui dépasse et regroupe différents peuples. Deuxièmement, une dimension de continuité de cet ensemble de peuples dans le temps et l'espace. Et enfin, troisièmement, une dimension culturelle au sens large, y compris linguistique, religieuse ou bien sûr juridique. Alors vous anticipez déjà la ressemblance avec le concept de région que je vous ai présenté la semaine dernière, et j'y reviendrai plus tard. Alors, je commence avec le premier point, l'héritage. Héritage très négatif ou héritage très lourd à porter, saisir le lien entre civilisation et droit international. Alors à maints égards, vous le savez, si vous avez entendu la leçon de la semaine dernière, l'histoire du droit international se confond avec celle du concept de civilisation. C'est le cas au singulier d'abord, et puis au pluriel plus tard. L'histoire de cette relation peut en effet se raconter en 3 temps, à mon avis. Celle du droit international de civilisation, au singulier, entre le XIXe siècle et le milieu du XXe. Le droit international civilisation, toujours au singulier, dès le milieu du XXe siècle. Et enfin, le droit international des civilisations, au pluriel, depuis le tournant du millénaire. Avant de vous présenter ces 3 périodes de la relation entre civilisation et droit international, j'aimerais souligner quelque chose qui échappe parfois aux historiens, mais qui ne nous échappe pas à nous les juristes. C'est la relation vraiment très intense, mais surtout mutuelle, qui s'est construite entre droit international et civilisation. Mutuelle pourquoi ? Eh bien, mutuelle d'une part parce que la civilisation a marqué l'évolution du droit international, comme je l'ai rappelé la semaine dernière. Et ce, dès les prémices de la notion de droit naturel des gens, dans la pensée européenne des XVIe et XVIIe siècles, et les implications concrètes que va avoir l'idée de civilisation universelle sur les libertés de commercer et d'acquérir des puissances européennes dans les siècles qui ont suivi. C'est surtout, toutefois, entre 1850 et 1930 que se situe l'âge d'or de ce qu'on appellera la mission sacrée de civilisation du droit international. Ce terme terrible de mission sacrée de civilisation est couché à l'article 22, paragraphe 1 du pacte de la Société des Nations que vous avez ici à l'écran, une mission impérialiste qui a fondé l'imposition du droit public européen de l'Europe, puis de l'Occident, aux autres régions du monde. En effet, si le droit naturel des gens se pensait universaliser un droit international déjà universel, le droit public européen, ce droit international régional du XIXe siècle, se pense lui clairement comme universalisant un droit international régional qui n'est pas encore universel. Alors cela peut paraître paradoxal, mais plus ce droit international européen se régionalise, ce qui se passe au XIXe siècle, et plus il s'affirme comme le droit positif d'une civilisation, la seule qui vaille, plus il s'autorise, voire s'oblige, à s'universaliser. En fait, et d'autre part, toujours sur cette question de la mutualité entre droit et civilisation, le droit public européen et sa prétention à l'universalité ont aussi marqué l'histoire du concept européen de civilisation en retour. On ne peut pas comprendre la civilisation comme concept du XIXe siècle et du XXe sans le droit international, confirmant tout de suite les rapports étroits, dès les origines, entre ce qui deviendra le droit international universel et le concept de civilisation du droit international. C'est en effet précisément entre le XVIIIe et le XIXe siècle que ce concept se cristallise dans l'histoire des idées occidentales, et principalement chez des penseurs qui étaient aussi ceux du droit international. Ainsi, Vattel, par exemple, parle déjà de civilisation en 1758, soit à peine 2 ans après Mirabeau, qui est en général retenu comme le premier
en 1756 à l'avoir retenu, et 10 ans avant Boulanger, en 1766. En termes de contenu du concept de civilisation de l'époque, le droit joue aussi un rôle non négligeable. En effet, différents aspects de l'ordre public et institutionnel européen vont figurer d'emblée au cœur du concept classique de civilisation, jusqu'à en faire ensuite de cette civilisation par le droit un standard juridique en soi, et dès lors à rendre le droit international et la civilisation totalement indissociables. En fait, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une publication de 2021, c'est précisément cette dimension juridique de la civilisation et cette mutualité entre droit et civilisation qui explique le caractère performatif du concept de civilisation. Elle induit en effet une certaine réflexivité, voire une performativité de l'énoncé de civilisation qui correspond ensuite à sa dimension réformatrice. Être civilisé implique de se conformer à certaines prescriptions juridiques européennes, constitutives de la civilisation, normes qui prescrivent dès lors de se civiliser ou de se faire civiliser par le droit international de la civilisation. Alors cette première phase des rapports entre droit international et civilisation répond, à mon avis, fort bien, pour cette raison, au nom de droit international de civilisation. Ce droit international moderne donne en effet le droit à ceux qui se pensent civilisés de civiliser et une obligation à ceux qui sont considérés comme non civilisés de se civiliser. Dès 1945, on observe toutefois une éclipse de la référence à la civilisation en droit international. Et cette éclipse, heureuse, ouvre une deuxième phase dans les rapports entre droit international et civilisation. C'est à ce moment-là, en effet, que les autres civilisations, d'abord exclues ou différenciées par la colonisation, puis paternalisées, protégées par les protectorats et les mandats par le droit international de la première partie du XXe siècle, sont enfin devenues, en droit du moins sur le papier, des égales, d'abord de la civilisation occidentale, puis entre elles par le biais de la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples et de la souveraineté égale de tous les États. C'est le terme de culture qui va prendre la place de celui jugé trop connoté de civilisation pour garantir l'égalité des droits des individus et des peuples sur un plan culturel en droit international. Mais le standard de civilisation n'en a pas pour autant entièrement disparu du droit international contemporain. Vous avez ici des références civilisationnelles en droit international moderne d'abord, fin du XIXe, et puis ensuite en droit international contemporain. Vous voyez que le terme de civilisation ne disparaît pas entièrement du droit international. Il est souvent remplacé par d'autres standards juridiques plus spécifiques, constitutifs de ce que le droit international garantit et désigne encore à ce moment-là comme un monde civilisé. Vous le voyez dans le préambule de la Convention contre le génocide, on fait référence au monde civilisé. Selon ma collègue Paouja, le concept de civilisation est même remplacé par des normes et des standards, d'abord de développement, puis ensuite de technosciences, mais le fonctionnement est toujours le même. Alors, ce qui caractérise ce deuxième temps de la civilisation en droit international, c'est une notion de la civilisation, toujours au singulier, remarquez-le, parce que devenue universelle en tant que droit international, mais qui se présente comme la civilisation humaniste ou juridique commune à toutes les civilisations au pluriel, dont la civilisation occidentale. L'opposition entre civilisation au singulier et civilisation au pluriel n'est donc plus une opposition inégalitaire entre un processus de civilisation par le droit et un état civilisé des civilisations. Au contraire, elle désigne désormais le respect égal d'un droit international civilisation, un droit lui-même devenu civilisation, commun, transcivilisationnel et garant de l'égalité entre civilisations. Mais depuis le tournant du millénaire, les civilisations semblent avoir rattrapé le droit international, ouvrant potentiellement une troisième ère civilisationnelle en droit international, celle que j'ai appelée le droit international des civilisations au pluriel. En effet, nous le savons, certaines de ces civilisations
ou du moins leurs États champions, des États qui se présentent eux-mêmes comme des États-civilisations, reprennent graduellement à leur compte le concept essentialisant de civilisation des juristes européens du XIXe siècle. Ils l'opposent en retour à la civilisation du droit international, prétendument universelle, et de ses institutions. Et dans ce contexte, le contexte de cette troisième ère, c'est sans surprise que l'on a vu le spectre de nouveaux conflits de civilisation être agité. Alors la réaction du droit international ne s'est pas fait attendre, à l'instar, par exemple, j'ai un exemple parmi d'autres, du dialogue des civilisations qui a été initié dès 2001 par l'UNESCO. Puis ça a été repris ensuite dans différentes agences des Nations Unies. Depuis lors, le vocabulaire civilisationnel, qui n'avait jamais totalement disparu, je vous l'ai dit, en droit international, est revenu en force et au pluriel, cette fois-ci. Alors ceci m'amène à mon deuxième point, l'enjeu. L'enjeu, désormais, c'est régler la tension entre ce plurivers de civilisation et l'universalité du droit international. Deux fondamentalismes guettent en effet, à mon avis, la réponse du droit international au défi de ce retour des civilisations. D'une part, un universalisme uniformisant, avec la négation une deuxième fois des civilisations qu'il induit, et d'autre part, un relativisme culturel, avec une essentialisation des civilisations qui va rendre leur conflit inéluctable. Trouver un chemin entre ces deux écueils, c'est ce que nous souhaitons tous. Respecter la pluralité morale, culturelle et surtout juridique qui doit caractériser le contenu du droit international universel contemporain, c'est aussi ce que nous souhaitons tous, mais ce n'est pas aisé. Il vaut mieux, je pense, parler d'un travail de réuniversalisation pluraliste du droit international. Travailler à cette réuniversalisation pluraliste devrait permettre de sauver ce qui en a fait et en fait encore l'intérêt, c'est-à-dire la garantie universelle d'une égalité des peuples et des personnes, tout en corrigeant les faiblesses. Plutôt que de nier les origines occidentales du droit international qui a été universalisé par la force, par l'imposition du droit public européen, mieux vaut, me semble-t-il, les révéler pour décoloniser ce droit et éviter ainsi, tel un boomerang aborigène, l'éternel retour de la critique du néocolonialisme ou du post-colonialisme du droit international. Il s'agit en d'autres termes de faire d'une nécessité, la validité et l'autorité désormais universelle du droit public européen devenu droit international public, avec laquelle j'ai commencé le cours de ce matin, donc de faire de cette nécessité une vertu, c'est-à-dire mettre ce droit au service de toutes les civilisations en poursuivant l'œuvre d'universalisation de l'égalité des personnes et des peuples qu'il garantit et en contribuant, espérons-le par là, à la légitimité de son autorité. Alors ce travail de réuniversalisation pluraliste du droit international doit passer par ce que j'ai appelé ici la concertation des civilisations ou la concertation transcivilisationnelle. Alors j'emprunte ce terme de transcivilisationnel à Onuma Yasuaki, qui a publié cet argument sous différentes formes, notamment celle de son cours de La Haye, qui est ici à gauche. Comme lui, je considère en effet que cette référence explicite aux civilisations offre une réponse au retour, tel un boomerang, du terme civilisation en droit international. Mieux vaut, je pense, s'approprier ce terme et le décoloniser que de le faire disparaître, d'annuler les civilisations, au risque de dissimuler encore une fois les origines civilisatrices du droit international et d'attiser régulièrement de nouvelles formes de résistance civilisationnelle au droit international. Alors, contrairement à ce que certains pourraient craindre, cette approche de concertation des civilisations, de concertation transcivilisationnelle, n'implique pas d'épouser une idée naïve d'unité, de paix entre civilisations qu'il faudrait soit retrouver, soit établir. Au contraire, la concertation des civilisations se réalise tant dans la contestation que dans l'harmonie. Et c'est ce que révèle la double étymologie du terme « concerter ».
Le terme concert vient du latin concertare, combattre, disputer, rivaliser. Il a pris, il est vrai, par l'italien, puis ensuite en français, un sens détourné d'harmonie, du concert médical. Mais d'abord, c'est un terme qui fait référence au combat, à la dispute, à la rivalité. Littéralement, en effet, concertare est issu de la combinaison de cum et certare, qui est le fréquentatif de cernere, cernere qui vient du grec krinein, dont sont précisément tirés les termes à la fois de crise et de critique. Donc vous voyez que la concertation participe à la constatation d'une crise, de la nécessité de la critique et du débat. Par ailleurs, la recherche d'un tel débat entre civilisations n'implique de nier ni l'hybridité des civilisations contemporaines, au nom d'une pureté culturelle imaginaire à retrouver, c'est quand même assez fréquent de lire ce genre d'argument, ni d'ailleurs les désaccords intercivilisationnels qui sont beaucoup plus fréquents que les désaccords intercivilisationnels. Il ne s'agit donc pas d'affirmer un essentialisme civilisationnel, voire l'inévitabilité de conflits entre civilisations. Enfin, concerter les civilisations implique davantage que l'instauration d'un dialogue entre civilisations. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. En effet, les civilisations en tant que système dogmatique ne sont pas des personnes ou des institutions. Elles ne peuvent pas donc, strictement parlant, dialoguer entre elles. En revanche, il est possible et souhaitable, et c'est mon objet, que d'instaurer une concertation entre les peuples dont ce sont les civilisations. Et cela doit passer par l'identification d'institutions qui représentent ces peuples et qui pourraient assurer cette concertation transcivilisationnelle dans les procédures d'adoption du droit international universel. Ce projet de réuniversalisation du droit international par la concertation transcivilisationnelle passe évidemment par la comparaison des pratiques juridiques des peuples du monde, et si c'est possible, par l'identification d'un droit commun issu de la convergence de ces pratiques. Alors à ce titre, le projet que je défends ici est un projet parmi d'autres, un projet parmi tous ces projets qui fleurissent aujourd'hui et qu'on appelle des projets de droit international comparé, qui fleurissent en droit international depuis une dizaine d'années. Vous avez ici les grands ouvrages en anglais de droit international comparé, mais le meilleur, à mon avis, c'est bien l'ouvrage édité par Mireille Delmas-Marty, Katia Martin-Chenu et Camilla Peruzzo, que vous avez ici à l'écran, édité ici au Collège de France, qui s'appelle « Sur les chemins d'un droit commun, d'un ius commune universalisable ». Donc le projet que je vous propose s'insère dans ces projets-là, mais il s'en distingue néanmoins. En soi, en effet, tous ces projets sont très intéressants parce qu'ils donnent, à mon avis, ils redonnent une actualité à des méthodes qui sont très anciennes en droit, comme celle d'ailleurs du ius commune médiéval, qui avait été repris ensuite au XVIIe siècle par Vico notamment. Cette redécouverte du droit commun, du ius commune, du droit international comparé, est cyclique, comme d'ailleurs le sont les régions. La dernière occurrence de tels projets comparatifs en droit international, au XXe siècle, remonte d'ailleurs à la guerre froide, comme les régions. Alors pour l'heure, ces différentes entreprises de recherche d'un droit commun, par la comparaison, au sein desquelles ou dans le sillage desquelles j'aimerais m'insérer, souffrent, je pense, de deux lacunes importantes. Deux lacunes qui sont aussi des lacunes qui sont en ligne de mire de la critique décoloniale du droit international comparé, et donc des critiques auxquelles ils font remédier, et des critiques auxquelles j'aimerais remédier par ce que je vais vous proposer. Première lacune, ces propositions d'un droit international commun ou transcivilisationnel se sont concentrées sur le contenu du droit international commun. Il y est peu fait mention des modalités procédurales de l'identification de ce droit, et donc de leur légitimité politique. Et pourtant, la légitimité universelle d'un tel droit international transcivilisationnel réside tout autant, si ce n'est plus, dans ces procédures transcivilisationnelles d'adoption. Le risque, sinon,
c'est de ne pas pouvoir répondre à la critique du caractère néo-impérialiste d'un droit prétendument commun, prétendument réuniversalisable, mais qui serait identifié par quelques experts académiques du Nord global. Deuxième lacune, et c'est lié, les projets de droit transcivilisationnel existants se sont reposés sur la comparaison des pratiques étatiques du droit international. Et ce faisant, ils ne remettent en cause ni la division entre droit national et international, ni l'ordre institutionnel interétatique existant. Et ce, alors que le droit international est aujourd'hui pratiqué par d'autres institutions représentatives des peuples du monde que les États, les régions bien sûr, c'est mon objet, mais aussi les villes, les institutions religieuses, les institutions autochtones. D'ailleurs, cette critique de ce qu'on peut appeler l'étatisme méthodologique du droit international comparé rejoint ma première critique sur les procédures d'identification du droit commun des peuples. En effet, l'une des difficultés que l'on rencontre rapidement lorsqu'il s'agit d'assurer une représentation égalitaire des peuples du monde au sein des sources du droit international tient précisément à l'identité des représentants principaux de ces peuples en droit international, les États, et au déficit en termes de représentativité démocratique de la représentation étatique. Alors celles et ceux qui patiemment suivent mes cours chaque année savent que j'ai déjà consacré tout un cours à la critique du déficit de la représentation internationale par l'État, il y a 2 ans, donc je ne vais pas revenir ici sur le détail de cette critique. Mais je vais en mentionner une qui est absolument centrale à l'argument de ce matin, et c'est la suivante. La représentation internationale par les États n'assure pas une prise en compte politique égalitaire des communautés civilisationnelles plus larges, distinctes des États et qui rassemblent les peuples de ces États. Et ce, en raison de l'inégalité de distribution géographique des perspectives civilisationnelles sur le droit international. Représenter ces perspectives uniquement par les États va entraîner une inégalité épistémique entre ces perspectives. En effet, la représentation par les États, et uniquement par les États, va favoriser les conceptions du droit international qui sont largement diffusées dans le monde plutôt que concentrées dans certaines civilisations en particulier, et donc souvent dans certaines régions du monde uniquement. La représentation au sein des sources du droit international et dans l'adoption du droit international universel par les États ne permet donc pas de représenter ces perspectives civilisationnelles dans toute leur diversité. Au contraire, elles multiplient le même. Il s'agit en somme pour nous de corriger 2 déficits du droit international comparé contemporain, le manque d'égard pour la dimension politique des procédures d'adoption du droit international universel en tant que droit commun ou transcivilisationnel, et le déficit épistémique et culturel dans la représentation internationale des peuples par les États au sein de ces procédures. Et ceci m'amène à mon 3e point, la procédure. De manière fort intéressante, il existe déjà, au sein de l'ordre institutionnel international, un type d'institution qui est à même de mieux représenter les intérêts civilisationnels des peuples du monde que leurs États, et donc de compléter la représentation interétatique au sein des procédures de droit international comparé et d'identification éventuelle d'un droit commun ou transcivilisationnel. Et vous l'aurez deviné, vous qui suivez ce cours, ce sont les régions et leurs différents avatars institutionnels en droit international. Alors, l'intérêt pratique des institutions régionales pour le travail de concertation des civilisations est que, comme les civilisations, les régions et ordres régionaux avaient leur place en droit international avant les États, c'était le propos de mon cours de la semaine dernière, elles leur ont survécu, ce qui montre bien qu'elles ont un rôle distinct. Mais comme les civilisations au pluriel, ces ordres régionaux n'ont jamais bien trouvé leur place en droit international contemporain, voire même ils font office d'irritants. C'était aussi mon propos de la semaine dernière. Alors je pense qu'il y a au moins 2 arguments
pour le rapprochement que je fais ici entre droit international des civilisations et droit international des régions. Le premier est historique. Les régions sont l'une, voire la forme juridique et institutionnelle qu'ont prise les civilisations avec le développement du droit international depuis le XIXe siècle. En fait, c'est le droit international lui-même, excusez-moi, qui, après avoir lié intimement le droit international aux civilisations, je l'ai dit tout à l'heure, a forgé ce deuxième lien entre civilisation et région, en privilégiant l'une à ses débuts, l'Europe, et en ouvrant la porte aux autres depuis. D'ailleurs, à chacune des deux étapes du rapport entre droit international et civilisation, entre le 19e et le 20e que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le droit international de civilisation au 19e et le droit international civilisation d'après 1945, correspond une étape du développement des régions en droit international. C'est ce que je vous ai présenté la semaine dernière dans mon panorama historique. Et vous pouvez comparer vos copies et vous verrez que la ressemblance, ou en tout cas la périodicité historique, est troublante. En fait, il y a désormais même un renouveau du droit international régional et des organisations internationales régionales, renouveau qui coïncide avec le retour de la crispation civilisationnelle en droit international. Et ce nouveau temps que j'ai nommé tout à l'heure celui du droit international des civilisations pourrait dès lors être canalisé, organisé, décolonisé sous la forme d'un droit international des régions. Alors dans ce contexte, la concertation interrégionale permettrait de renouer avec la pluralité des différents droits internationaux régionaux qui ont précédé la mise en place du droit international universel moderne et qui connaissent aujourd'hui un regain de vitalité partout dans le monde et dans tous les domaines du droit international. Deuxième argument en faveur de cette lecture civilisationnelle des régions, proposée ici, c'est un argument qui tient à leur indétermination en droit international. C'est curieux, mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Comme les civilisations, les régions demeurent mal comprises en droit international, malgré leur rôle politique désormais central. C'était l'enjeu de ma discussion la semaine dernière. Comme les civilisations, les régions sont fissiles, traversées de désaccords et de tensions. Elles se font, elles se défont. En témoignent les nombreuses discussions sur leurs relations avec l'Organisation des Nations Unies ou au sein de l'organisation, sur leur nombre exact, 5, 6, 7 régions, combien? Leur composition, en fonction des organes onusiens et des domaines du droit concernés. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière d'ailleurs, les juristes internationalistes définissent habituellement les régions de manière paresseuse, totalement négativement, comme n'étant ni locales, territoriales, contrairement aux États, ni universelles ou fonctionnelles, contrairement aux organisations internationales universelles. C'est quelque chose qui est au milieu. Et pour le reste, les juristes les considèrent parfois comme des ensembles qui regroupent différents peuples en raison d'une proximité territoriale, mais aussi d'une solidarité ou d'une affinité culturelle, je l'ai dit. D'ailleurs, le terme qui combine cette dimension territoriale et cette dimension culturelle des régions, le terme aire culturelle, est souvent utilisé aussi pour faire référence aux civilisations. On retrouve la dimension culturelle, la continuité spatiale et temporelle, et bien entendu la nature sociale et collective, à la fois dans la définition des civilisations et dans celle des régions. À cela s'ajoute la plasticité, puisque comme les civilisations, les régions changent et s'étendent ou s'amenuisent, et surtout désormais se chevauchent et s'entrecroisent. Et enfin, comme les civilisations, les régions ont une dimension normative qui leur permet de s'organiser et de devenir des sources de droit. Alors ma proposition, en somme, est d'enrichir la pratique du droit international comparé, que je retiens, malgré la critique décoloniale, parce que je pense qu'il est possible de décoloniser le droit international comparé. Donc c'est d'enrichir cette pratique du droit international comparé, compris habituellement comme du droit interétatique comparé, par une concertation intra- et interrégionale, et dès lors comme devant aussi inclure du droit intra-régional et interrégional comparé. Alors bien sûr, vous me direz, le lien qui est fait ici entre région et civilisation n'est pas nouveau en histoire et en théorie du droit international. Onuma lui-même, dont je parlais tout à l'heure, fait ce lien. Il a cette notion
qu'il appelle région-civilisation dans son ouvrage. Mais chez Onuma, cela n'a pas de conséquences claires sur les sources du droit international universel. En outre, vous me direz, mais le droit international régional, ça a déjà été pris en considération dans certaines propositions relatives au recours à la méthode comparative en droit international. Ce n'est pas complètement nouveau non plus. Alors, ma réponse est la suivante. Si l'on retrouve le droit régional dans ces discussions du droit international comparé, c'est en général, si vous suivez bien ces arguments, pour des raisons instrumentales. L'échelon régional de la comparaison va être privilégié parce qu'il facilite l'identification de ce qui est représentatif et commun au droit des États, et non pas nécessairement en raison de l'importance politique des régions et de leurs droits. Par exemple, on va retrouver la prise en compte du droit commun interrégional chez les comparatistes pour deux raisons. Une première raison, c'est de limiter le nombre des pratiques juridiques à comparer. Au lieu de comparer 193 pratiques juridiques nationales, on va comparer 5 ou 6 pratiques régionales. Deuxième argument instrumental qu'on va retrouver quelquefois dans ces études pour l'échelon régional, c'est profiter de la dimension souvent judiciarisée et donc digeste et prête à l'emploi du comparatiste du droit international régional. Alors tout cela est vrai, je le concède, ce sont des arguments instrumentaux tout à fait intéressants. Mais pour moi, ce qui véritablement m'intéresse dans la proposition que je vous fais ici, pour le droit interrégional comparé, c'est de considérer les institutions régionales elles-mêmes comme des institutions de droit international public, de représentation complémentaire des peuples de ces différentes régions et de potentielle concertation dès lors entre les civilisations de ces peuples au sein des procédures d'adoption du droit international universel. Cette lecture institutionnelle du droit interrégional comparé est nouvelle et, à mon avis, apte à remédier aux deux critiques décoloniales et aux deux lacunes, tant politiques qu'épistémiques, du droit international comparé que j'ai identifiées tout à l'heure. Et ce, pour 4 raisons, au moins. Premièrement, aborder le droit interrégional à comparer sous un jour institutionnalisé, en tant que droit adopté par des institutions autorisées par les peuples du monde, permet de rattacher le droit commun ou transcivilisationnel à ces peuples, et donc d'en faire une question politique, plutôt que de réduire chaque civilisation à du droit, à une culture juridique ou à des normes abstraites. Deuxièmement, la dimension instituée des régions permet de concerter les civilisations en leur sein par une concertation intra-régionale entre États et peuples de chaque région, et donc de révéler, mais aussi de traiter des différences et des désaccords internes à chaque civilisation et à chaque région, plutôt que d'aborder les civilisations et les régions comme des toutes homogènes et nécessairement comparables. Alors j'en veux pour preuve le remplacement et le glissement très intéressant qui a été fait récemment dans le projet provisoire de conclusion sur la détermination des principes généraux du droit de la Commission du droit international dans sa version 2023, où vous voyez au paragraphe 2 la référence à l'inclusion des différentes régions du monde. Autrefois, et on le voit au premier paragraphe, on parlait beaucoup de famille juridique, de système juridique ou de culture juridique du monde. C'est le cas par exemple ici dans le statut de la Cour internationale de justice de 1945, où on parle des systèmes juridiques du monde. Donc vous voyez qu'en petit à petit, cette idée de remplacer quelque chose de statique, d'inerte, d'homogène, de nécessairement comparable, qui est la famille, le système ou la culture juridique, par quelque chose de régional, qui peut par conséquent être discuté, débattu et peut-être aboutir à un désaccord, c'est quelque chose qui est déjà en train de se passer, et j'y reviendrai tout à l'heure. Troisièmement, et c'est lié, la dimension instituée des régions révèle leur dimension composite et relationnelle. La concertation intra-régionale permet en effet d'éviter qu'un seul État qui se présenterait comme un État civilisation, comme la Chine en Asie, et ma collègue Han Cheng
a consacré plusieurs cours à ce problème, ou comme la Russie en Eurasie, qui va se présenter comme l'État-civilisation eurasiatique. Donc d'éviter qu'un seul État se présente comme un État-puissance régionale qui serait le seul compétent pour déterminer le droit international régional de sa région et sa civilisation. En abordant le droit régional comme un droit d'institution régionale, on va tout de suite faire entrer ces dimensions composites, relationnelles, politiques à négocier à l'intérieur de la région. Enfin, la dimension instituée des régions permet la concertation interrégionale et potentiellement, je vais l'expliquer tout de suite, s'il y a convergence, l'identification d'un droit commun transcivilisationnel par le biais de procédures et de concertation interinstitutionnelles qui, dès lors, peuvent être organisées de manière représentative, par exemple au sein d'organisations ou d'institutions internationales universelles quasi-législatives, comme la Commission du droit international, ou judiciaires, comme la Cour internationale de justice. Alors le moment est venu de me tourner vers ces modalités et vers la réforme des sources du droit international universel, à même de contribuer à sa légitimation universelle. Ici, j'aimerais explorer les moyens de faire de la concertation intra- et interrégionale, qui est une belle idée, si vous m'avez suivi dans la partie 2, une partie intégrante des règles secondaires relatives à l'adoption du droit international universel. Donc on revient à la technique juridique dont j'avais traité dans la première partie. Donc on quitte un peu, temporairement, mais vous allez voir que ça va être fructueux, on quitte un peu la question culturelle pour revenir à la question de la technique juridique. Après tout, ces règles secondaires du droit international universel, ces règles qui permettent de l'adopter, ont été développées par le droit international européen et universalisées par lui, et elles méritent dès lors d'être revisitées et décolonisées, y compris de manière à devenir, c'est mon argument ici, plus interrégionale qu'européenne. Alors je me concentrerai sur une source du droit international universel en particulier, le droit international universel coutumier, et les règles secondaires relatives à son adoption, son identification et son développement, c'est-à-dire une pratique étatique générale, régulière et cohérente, et une opinio iuris. Alors pourquoi choisir la coutume ? D'abord parce que nous n'avons pas 3 heures, mais surtout pour 2, voire 3 raisons. Premièrement, le droit coutumier international est étroitement lié aux autres sources du droit international, y compris aux traités internationaux universels. La coutume est centrale, à mon avis, soit à leur adoption, soit à leur interprétation. Ce qui revient d'ailleurs au même en pratique. Je ne fais pas de différence entre adoption et interprétation, l'une vient toujours avec l'autre. En effet, d'une part, le droit international universel conventionnel, c'est-à-dire celui qui figure dans des traités universels, lorsqu'il est nouvellement adopté, est en général adopté sur la base du droit international coutumier existant, qui doit alors être interprété pour être identifié. D'autre part, et vous allez voir maintenant le côté circulaire, ou en tout cas circulaire vertueux du processus, le droit conventionnel, une fois qu'il est adopté, doit encore être interprété pour être appliqué, ce qui va donner lieu à une pratique subséquente au sens de l'article 31.3b de la Convention de Vienne du droit des traités, et donc au développement du droit international coutumier. Donc vous voyez que dans la procédure tant d'adoption que d'interprétation du droit international conventionnel, on retrouve toujours la coutume. Deuxièmement, cette omniprésence du droit international coutumier au sein des sources du droit international universel est intéressante pour moi parce qu'elle est intimement liée à l'idée d'un droit commun, issu d'une pratique commune. Coutume et droit commun, c'est pareil. Surtout, elle est historiquement associée à l'idée du droit comparé comme le moyen épistémique d'identifier ce droit commun, puisque le droit comparé, traditionnellement, désigne à la fois la comparaison et le droit commun identifié par la comparaison. Alors c'est à ce titre d'ailleurs que l'on considère depuis le Moyen-Âge, en tout cas dans la tradition juridique occidentale, que le droit comparé est au cœur de l'épistémologie juridique et du raisonnement juridique,
et ne peut pas en être séparé. Le droit comparé n'est pas un ordre juridique indépendant ou du droit en soi, il fait partie intégrante du droit international. Et ça n'est pas non plus un instrument scientifique sur une étagère à disposition des juristes internationalistes, c'est la méthode juridique à part entière. Et la coutume le révèle. Enfin et troisièmement, le droit coutumier est l'une des sources du droit que l'on retrouve dans toutes les formes de pratiques normatives, et c'est donc probablement la source la plus transcivilisationnelle de droit qui soit. C'est aussi une source de droit, je l'ai déjà dit, que le droit international et le droit national partagent. Il y a de la coutume en droit national, et il y en a aussi en droit international. En fait, c'est même une source qui réunit le droit national et le droit international dans une même continuité coutumière, d'un ordre juridique à l'autre, lorsque la pratique nationale devient internationale. En fait, et pour cette même raison, c'est aussi une source du droit international régional. D'ailleurs, la coutume régionale, lorsqu'elle est commune à plusieurs régions, fait partie intégrante du droit international coutumier universel. Et j'y reviendrai. Alors, dans cette section, j'aimerais faire l'argument que la concertation intra- et interrégionale devrait avoir deux dimensions indissociables en tant qu'elle devient partie intégrante des règles secondaires relatives au droit coutumier universel. Premièrement, une dimension matérielle de droit intra- et interrégional comparé, et donc une comparaison intra- et interrégionale constante. Et deuxièmement, une dimension procédurale de représentation intra- et interrégionale par les institutions impliquées dans cette comparaison. Premier point, le droit intra- et interrégional comparé. Parce que le droit comparé fait partie intégrante du raisonnement juridique sur le droit international coutumier universel en tant que droit commun, il doit se retrouver, selon moi, à toutes les étapes de l'identification et du développement de ce droit coutumier, et donc de la consolidation de la pratique juridique des peuples en un droit commun. Et ce du droit national jusqu'au droit international. Alors cette pratique à comparer doit bien sûr d'abord être étatique, parce que tous les peuples, en l'état de l'ordre institutionnel international, doivent au moins être institués en État. Cependant, parce que comme je l'ai expliqué dans la première section de la leçon, la pratique juridique du droit international de ces mêmes peuples réinstitués en région est aussi régionale, la comparaison doit aussi inclure la pratique régionale et le droit international régional dès lors. Et c'est ce que j'entends ici par droit interrégional comparé, premièrement. D'ailleurs, je l'ai dit, l'on retrouve une mention même indirecte du rôle de la pratique régionale dans la détermination comparative du droit international commun dans la codification par la Commission du droit international ces dernières années de règles secondaires relatives à la détermination du droit international universel. C'est le cas dans le projet de conclusion de la Commission du droit international sur la détermination du droit international coutumier. Ici, le terme région n'apparaît pas, mais vous voyez que la pratique étatique doit être suffisamment répandue et représentative. Donc on peut voir dans cette notion de représentation qui est apparue tout à coup une idée de transcivilisation ou de transrégionalité. C'est aussi le cas dans le projet de conclusion 2022 sur la détermination et les conséquences juridiques du jus cogens. Ici, vous retrouvez l'idée d'une majorité d'États très large et représentative. Mais c'est surtout le cas dans le projet provisoire de conclusion 2023 sur les principes généraux que je vous ai déjà montré tout à l'heure, puisque là, le mot région apparaît clairement, et l'idée de représentation est spécifiée après le point-virgule comme devant inclure les différentes régions du monde. Donc pour moi, on peut très bien remonter des projets de 2023 pour interpréter les projets de 2018 et 2022. Toutes ces conclusions mentionnent soit l'idée de région, pour la plus récente des trois, soit celle d'une représentativité qui dépasse la majorité des États et qu'on peut interpréter dès lors comme étant de nature régionale. En pratique, toutefois, et ma joie va devoir s'arrêter là, ce droit comparé devrait commencer par être aussi intra-régional. Ma joie s'arrête là parce que nous allons le voir que pour la Commission du droit international, ce n'est pas du tout quelque chose qui entre en ligne de compte.
Pourquoi est-ce que cette comparaison devrait d'abord être aussi intra-régionale? Eh bien, afin de permettre de comparer les pratiques nationales au sein d'une région et de préparer la comparaison interrégionale ensuite. Alors, c'est ce qui explique que la distinction qui est faite parfois dans la littérature ou dans certains des rapports de la Commission du droit international entre droit international coutumier régional et entre pratiques régionales du droit international coutumier universel. Et on va retrouver cette distinction, par exemple, ici, dans le projet de conclusion de 2018. Vous avez deux conclusions distinctes avec une séparation entre le droit coutumier régional, la coutume régionale, et, si vous voulez, la prise en compte de la pratique régionale du droit international universel dans la détermination de la coutume universelle. Cette distinction, je pense, elle est peu pertinente, parce que le droit coutumier régional peut, selon qu'il se compare à celui des autres régions ou non, devenir un droit coutumier universel. Et donc l'idée que l'on retrouve dans les travaux de la Commission du droit international sur la détermination des principes généraux de 2023, et selon laquelle cette détermination devrait être comparative et représentative de toutes les régions du monde, devrait, à mon avis, aller de pair avec la reconnaissance de l'existence de principes généraux et de droits coutumiers régionaux. Et pourtant, la pratique actuelle de la Commission du droit international, parce qu'elle confond droit international universel et général, et les sources de chacun de ces deux types de droit international, maintient une distinction désormais absurde entre ces deux types de coutumes et empêche, dès lors, une prise en compte complète du droit international régional dans l'adoption du droit international universel lorsqu'il est général. Alors, en réplique à mon objection, l'on lit parfois que le droit international comparé des institutions universelles, comme la Commission du droit international ou la Cour internationale de justice, chargée d'adopter ou d'interpréter le droit international universel, ne devrait après tout viser qu'à identifier le droit déjà universel. Et donc, elle n'a pas à se préoccuper du droit régional. Alors, c'est une réponse très étrange. En effet, la détermination du droit international coutumier passe par un processus constant de comparaison, et donc soit de différenciation, soit de consolidation en un droit commun. Dès lors, la recherche d'un droit universel doit passer par la recherche tant du droit régional différencié que du droit régional commun. À chaque étape de la comparaison intra-régionale puis interrégionale, une différenciation peut se produire et mettre un frein temporaire au développement du droit commun. Rien n'est jamais acquis cependant, et la spécification ultérieure du droit international universel au moment de sa mise en œuvre peut mener à des exceptions ou à des dérogations, comme au contraire y mettre fin et déboucher sur un droit commun. C'est un processus constant de différenciation ou de communalisation. Quant à la deuxième réplique à mon objection, réplique selon laquelle il y aurait somme toute, notamment selon la Commission du droit international, peu de droit international régional divergent. Cette deuxième réplique est un effet de la lecture, comme le disait Julia Kristeva. Si le comparateur ne recherche que ce qui est déjà commun, ce qui est déjà universel avant la comparaison, alors effectivement, il ne verra jamais le droit régional divergent. L'on ne trouve que ce que l'on cherche. D'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, exclure la prise en compte des droits internationaux régionaux dans les procédures d'adoption du droit international universel, c'est souvent en pratique prendre ce que l'on connaît déjà, soit le droit régional européen, par erreur ou tout à fait intentionnellement, pour du droit universel. C'est donc précisément parce que ces institutions, comme la CDI ou la Cour internationale de justice, ne se dotent pas de méthodes de droit interrégional comparées rigoureuses et systématiques, qu'elles vont s'inspirer le plus souvent du droit international régional d'une région en particulier, une région dont les institutions, nous le savons, parce que ce sont les nôtres, sont plus vocales, plus riches, plus puissantes que celles des autres, voire mieux représentées au sein des procédures et institutions, et ce sont les institutions européennes. Alors en quoi, plus précisément, pourrait consister cette méthode de droit intra- et interrégional comparé ? Il ne s'agit pas d'introduire ce que l'on entend souvent aujourd'hui par droit comparé, c'est-à-dire une technique du XIXe siècle, avant tout européenne, voire néocoloniale, diraient certains, d'import-export ponctuel, de solutions fonctionnelles d'un ordre juridique à un autre, voire même une entreprise d'harmonisation du droit. S'il existe
dans mon propos un droit international commun aux pratiques régionales, c'est plutôt en raison de leur similitude ou convergence au fil du temps, et non pas du fait de la copie, de l'influence ou encore de l'importation directe d'une solution fonctionnelle régionale dans une autre région. Ce qui est requis pour la consolidation d'un droit commun universel, dès lors, c'est une identification puis une comparaison systémique, non seulement des pratiques nationales, mais aussi des pratiques régionales du droit international. Cette comparaison peut bien entendu, je l'ai dit, mener à conclure à la trop grande divergence des pratiques tant nationales que régionales, comme au contraire nous amener à conclure à leur convergence en un droit commun. Il ne s'agit pas alors de procéder ensuite et de façon arithmétique à la consolidation en un droit commun du droit de la majorité des régions, ni d'ailleurs de rechercher le plus petit dénominateur commun de manière à obtenir une unanimité. Le droit comparé ne fournit qu'une première information, c'est un outil épistémologique, je l'ai dit tout à l'heure, à verser ensuite à la concertation politique interrégionale sur l'adoption éventuelle du droit international universel. Si la comparaison interrégionale ne mène pas nécessairement à une convergence des droits régionaux, l'observation de l'absence d'un droit commun n'empêche donc pas pour autant l'adoption d'un traité universel. La question devient tout simplement une question de légitimité démocratique et de prise en compte de la pluralité juridique dans le contenu d'un futur traité universel. C'est donc à ce deuxième titre que la comparaison interrégionale demeure nécessaire ensuite à la concertation interrégionale autour de l'adoption d'un futur traité universel, même en l'absence de droit commun. Il s'agit en effet d'une part de déterminer si ce traité se fonde ou doit se fonder sur le droit international coutumier d'une majorité de régions, d'une seule région, ou pire, d'aucune région, ce que je déconseille fortement. D'autre part, l'étendue de la divergence identifiée par le droit comparé intra- et interrégional permet de déterminer comment rédiger le traité pour accommoder les différences régionales éventuelles et favoriser ensuite la pluralité des interprétations régionales à venir. Différentes techniques législatives sont à disposition pour favoriser cette pluralité juridique dans la rédaction d'un traité universel. Notamment, par exemple, l'adoption d'une formulation très abstraite, comme on le fait en droit de l'homme. Nous le verrons la semaine prochaine, le droit de l'homme ne garantit que des droits, jamais d'obligations. Ou alors l'adoption d'obligations générales dans leur contenu, voire dans leur champ d'application personnel, qu'il faudra ensuite spécifier sur le plan régional. Ou encore l'option de la différenciation équitable des obligations selon la région, comme on le fait en droit de l'environnement. Ou encore le recours à des listes non exhaustives de mesures à prendre, exemplatives, comme on dit en français en Suisse, l'octroi d'une marge d'appréciation nationale et régionale quant à ces mesures. Ou encore l'adoption de versions linguistiques différentes, à contenu différent, pour permettre des interprétations différentes. Comme indiqué précédemment dans tous les cas, la convergence interrégionale peut toujours intervenir plus tard, lors de l'interprétation du traité, une fois soumise à la prochaine comparaison interrégionale, et elle pourra alors nourrir la pratique subséquente du traité et constituer un droit coutumier universel subséquent. L'inverse peut aussi se produire, et la différenciation régionale à comparer peut n'apparaître qu'ultérieurement, menant à du droit international coutumier régional divergent et à des exceptions coutumières régionales. Alors, en parallèle de la comparaison intra- et interrégionale que je viens de vous décrire, se pose, pour les raisons politiques que j'ai décrites tout à l'heure, les questions aussi d'égalité épistémique, se pose la question de la représentation du droit international régional au sein des procédures de comparaison. La comparaison n'est pas le propre d'un expert uniquement, c'est quelque chose qui doit se faire par des représentants des peuples de ces civilisations et de ces régions. Alors la représentativité dans la comparaison, c'est quelque chose qui préoccupe mes collègues. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau. Malheureusement, les propositions qui existent à ce jour sont dépolitisées,
les auteurs, lorsqu'ils parlent de représentativité en matière de droit interrégional comparé, parlent de cela comme s'il s'agissait de représenter le droit régional lui-même, plutôt que les peuples des régions dont c'est le droit, et plutôt que les peuples de ces régions par des institutions régionales de représentation. Alors le résultat, c'est que les propositions qui sont faites concernant cette représentativité au sens large demeurent, à mon avis, assez vagues. Alors dans cette section, j'aimerais examiner les moyens d'assurer une représentation politique des civilisations juridiques par les institutions régionales en droit intra- et interrégional comparé. Alors je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement d'associer des experts, mais d'organiser une représentativité, d'abord intra-régionale puis interrégionale, de toutes les institutions officielles qui adoptent et interprètent le droit international universel par la participation de représentants des institutions régionales elles-mêmes. Alors ça peut être des diplomates, ça peut être des juges, soit des institutions régionales, soit des États membres de ces institutions, qu'on va élire par référence à différents groupes régionaux, comme les groupes régionaux de la 6e commission de l'Assemblée générale ou de la commission du droit international. Et la participation aux délibérations et aux décisions ensuite de ces différentes institutions doit se faire à égalité entre régions et ne pas souffrir de sous-représentation ou de sur-représentation de manière à ce que toutes les régions civilisations soient également représentées. Il s'agit en effet d'éviter ce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est la domination des institutions d'une région en particulier, comme c'est le cas de l'Union européenne en ce moment, dont le statut privilégié de membre participant à l'Assemblée générale des Nations unies, ou dont le statut de facto de seule organisation régionale active dans le dépôt d'informations à la Commission du droit international, crée une inégalité politique majeure entre régions. Pour ne pas privilégier une région en particulier, il faudrait activement assurer l'extension du même statut, des mêmes droits de participation aux autres organisations régionales, ou alors ne pas autoriser, ne pas organiser cette participation qui reste très sélective, dans l'attente de l'égalité de la représentation. Alors la représentation doit d'abord être intra-régionale. Elle doit viser à assurer une représentation de tous les peuples d'une région au sein de chaque institution régionale chargée de comparer et de consolider le droit commun régional. Cela va permettre de présenter ensuite des comparaisons complètes sur le droit international régional, sur le plan universel, et d'éviter que certains États seulement, ces États champions d'une civilisation ou d'une région, présentent ces comparaisons au sein des enceintes universelles comme étant non seulement les leurs, mais étant celles de toute la région. Alors, parmi les institutions régionales envisageables pour ce genre de représentation intrarégionale, on peut mentionner toutes les commissions régionales de codification du droit régional, il y en a beaucoup, et il y en a dans presque toutes les régions aujourd'hui, et ces différentes commissions, qui portent des noms très différents selon les régions, sont d'ailleurs régulièrement invitées à participer, ou en tout cas à présenter des conclusions à la Commission du droit international, mais il faudrait le faire de manière beaucoup plus systématique et régulière, et inviter, le cas échéant, d'autres organisations régionales à le faire à leur place. Quant à la représentation interrégionale, d'autre part, elle vise à permettre la représentation de tous les peuples d'une région par au moins une institution régionale chargée de consolider le droit commun régional au niveau intrarégional. Alors, ça peut être le fait des organisations régionales que je viens de mentionner, mais ça peut être aussi fait au sein des institutions universelles chargées d'adopter ou d'interpréter le droit international universel, comme la Commission du droit international ou la Cour internationale de justice ou la 6e commission de l'Assemblée générale. Donc faire en sorte d'abord que les élections au sein de ces organes soient faites par référence aux groupes régionaux qui eux-mêmes devraient être représentatifs dans leur fonctionnement interne, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais surtout, ensuite, il faudrait, au moment des votes, reconvoquer la discipline régionale au moment des délibérations et des votes, par exemple par des mécanismes de majorité qualifiée. Et puis enfin, je pense à toutes les petites mains qui sont en fait des grandes mains de la comparaison régionale. Les greffes, les référendaires, les secrétariats,
les stagiaires, toutes ces personnes à qui l'on donne habituellement le travail de droit interrégional comparé, sont-elles représentatives, suffisamment représentatives de toutes les régions du monde, ou proviennent-elles uniquement des pays les plus favorisés et de là ou des régions les plus favorisées? Alors pour le reste, sur la représentation intra- et interrégionale, je vous renvoie à mon cours de 2023, parce que vous y trouverez tous les détails. Alors j'aimerais maintenant terminer avec mon quatrième point, qui est beaucoup plus bref, parce que c'est un point dans lequel je vais vous mentionner les limites de ce que je vais vous proposer, et je vais par la même occasion vous montrer les besoins et vous annoncer ma feuille de route pour la deuxième partie du cours ce printemps. Même si la concertation intra- et interrégionale, telle que je l'ai proposée, peut permettre de corriger l'inégalité épistémique entre peuples lorsqu'ils sont représentés uniquement par des représentants étatiques, et compléter cette représentation au sein des sources du droit international universel, et notamment dans les procédures d'adoption du droit international coutumier, différentes critiques démocratiques peuvent encore être articulées. Premièrement, la critique des inégalités entre régions au sein de l'ordre institutionnel international. Vous y avez certainement pensé par vous-même en vous agaçant de mon aveuglement. Au vu de la multiplicité des formes organisationnelles que prennent les régions en droit international et leur potentiel chevauchement, on peut en effet leur reprocher le risque de surreprésenter certains peuples ou de sous-représenter d'autres peuples. Alors en réponse, c'est la beauté de l'universalisation, de la généralisation et de l'approfondissement de la régionalisation dont je vous ai parlé lors de la première leçon que j'aimerais ramener ici. Aujourd'hui, nous pouvons dire que chaque peuple dans le monde dispose désormais d'au moins une forme de représentation régionale que nous pourrions activer sur le plan universel. Alors bien sûr, des correctifs juridiques devraient être mis en place pour éviter la surreprésentation par des institutions régionales, notamment au sein d'organisations universelles comme les Nations Unies. Mais de toute façon, ce travail doit être fait parce que, comme je l'ai déjà dit, il existe au sein des Nations Unies des inégalités de traitement entre régions et entre institutions régionales qui sont absolument crasses et auxquelles il est urgent de remédier. Condamner le développement de la concertation interrégionale du simple fait des inégalités d'organisation régionale entre régions serait enfin totalement déplacé pour des raisons historiques. La région Europe, nous le savons, est surinstitutionnalisée sous de multiples formes très raffinées depuis plus d'un demi-siècle. Et elle est active grâce à cela sur le plan international. Il suffit de suivre aujourd'hui ce qu'elle est capable de faire sur le plan universel. Mais l'Union européenne continue à peser de tout ce poids, et plus lourdement que toutes les autres, sur l'adoption du droit international universel. Donc si cela est bon pour nous, il est temps que toutes les régions, toutes les autres régions, puissent aussi participer à égalité grâce à un cadre institutionnel qui garantisse l'égalité des peuples de ces régions. Donc je reviendrai sur ces difficultés et la réforme potentielle des Nations Unies dans les 5e et 6e leçons, dans lesquelles je vais vous parler du droit international de l'organisation des relations externes des régions et du cadre institutionnel universel qu'il faut pour que cela soit possible. Deuxième critique, la critique des inégalités au sein des régions. Certains craignent de la concertation interrégionale qu'elle n'encourage certains impérialismes civilisationnels par ces États-civilisations, ces États-puissances régionales dont j'ai parlé tout à l'heure, comme notamment la Russie dans la région eurasiatique ou la Chine dans la région asiatique, Asie-Pacifique ou Asie du Sud-Est. La crainte est que l'encouragement de la concertation interrégionale renforce d'autant l'influence de ces États-puissances régionales, États-civilisations, sur le plan régional, puis ensuite sur le plan international. Dans ce contexte, l'encouragement de la concertation intra-régionale devrait, à mon avis, précisément désamorcer la monopolisation de la prétention régionale par un ou quelques États en particulier, en faisant une question régionale à délibérer puis à organiser avec d'autres États au sein de cette région. À cet égard, il y a longtemps que s'est avéré le rôle émancipateur et égalisateur des régions,
et ce à la fois au sein des États de ces régions qui sont domestiqués par la régionalisation, et entre ces États d'une même région au sein des relations intrarégionales. Pensez par exemple à la domestication des États européens par la régionalisation de l'Europe. Alors certes, toutes les organisations ne sont pas les mêmes, mais elles ne diffèrent pas fondamentalement non plus des États, qui ne sont pas non plus tous les mêmes. Certains États peuvent être démocratiques et fédéralistes, d'autres peuvent être autoritaires et impérialistes. Eh bien, il en va de même pour les régions. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ensemble, une fois combinés, États et régions, par le droit, ont tendance à se domestiquer mutuellement. D'ailleurs, les organisations internationales universelles, comme les Nations Unies, pourraient elles aussi exiger cette concertation intrarégionale. Elles pourraient exiger une organisation démocratique minimale de la part des institutions régionales qu'elles associent à leurs délibérations. Après tout, je vous avais expliqué en 2023 comment le droit des Nations Unies prévoit déjà un droit minimal de la représentation démocratique de la part de ses États membres. Ces États doivent être organisés d'une certaine manière pour pouvoir être représentés à l'Assemblée générale. Pensez à l'exclusion de l'Espagne de Franco, pensez à l'Afrique du Sud, pensez récemment à la question des talibans. Donc pourquoi ne pas faire la même chose pour exiger la concertation intrarégionale au sein des organisations régionales admises à délibérer aux Nations Unies? Dans tous les cas, à nouveau, condamner le développement de la concertation interrégionale du simple fait des velléités d'impérialisme civilisationnel de la part de certains États-puissances régionales serait à nouveau totalement déplacé pour des raisons historiques. Après tout, l'institutionnalisation de la région Europe depuis plus d'un demi-siècle permet aux États membres les plus puissants de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni jusqu'au Brexit, la France actuellement ou l'Allemagne, de peser de tout leur poids dans l'Union européenne et de peser de tout leur poids dans l'adoption du droit international à travers l'Union européenne, beaucoup plus fortement, beaucoup plus lourdement d'ailleurs, que les autres États européens. Je reviendrai sur cette tension entre fédéralisme d'un côté et impérialisme régional et les moyens d'y remédier dans la 4e leçon qui sera consacrée au droit international de l'organisation des relations internes aux régions. Pour l'heure, et dans l'immédiat, cet après-midi, le séminaire du professeur Mathias Forteau de Paris-Nanterre nous permettra de revenir sur certaines des questions abordées ce matin dans un contexte très particulier, celui de la Commission du droit international des Nations Unies. La semaine prochaine, je vous parlerai, comme promis, des droits de l'homme, parce que les rapports entre droit international universel et droit international régional en matière de droits de l'homme sont pleins de surprises et tout à fait passionnants et qu'ils méritent dès lors un traitement particulier. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de votre attention attentive, surtout face aux aspects techniques juridiques dont je vous ai fait part. Je vous souhaite un bon appétit et peut-être, je vous dis à cet après-midi pour le séminaire, et puis sinon, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci.